Muy buenos días. Bonjour à toutes et à tous. Avant toute chose, je souhaiterais vous adresser des salutations fraternelles à l'Assemblée de l'Organisation des Nations Unies, à Madame la Présidente de l'Assemblée, Annalena Baerbock, et par elle à l'ensemble des États ici représentés. La 80e période de session, ce n'est pas une simple date. C'est un moment historique qui nous invite à marquer une pause et à nous demander pourquoi cette organisation est née et à nous demander également si les résultats escomptés par l'humanité ont été atteints après 2 guerres mondiales où la lutte pour les richesses et pour le pouvoir ont fait des millions de morts, de déplacés, de blessés. Nous devons regarder la vérité en face. En 8 décennies, au sein du Conseil des Nations, nous avons vu se développer des discours qui utilisent les capacités des grandes puissances qui ont beaucoup d'expérience en matière de droit international pour cacher des blessures profondes et difficiles pour l'humanité. On a utilisé des législations intelligentes et on a utilisé du matériel audiovisuel qui ne permettent pas de régler des problèmes tels que le néocolonialisme dans toutes ses expressions, des problèmes d'occupation territoriale, de génocide, d'ingérence économique, politique, culturelle, les problèmes de racisme, de discrimination, la course aux armements et la violence que cela entraîne, sans aborder d'autres problèmes tels que la faim, la crise climatique, énergétique, alimentaire, ainsi que les crises financières qui sont de plus en plus fréquentes. Les effets sont clairs. Il y a des confrontations, des discours de haine et qui promeuvent la division entre des nations sœurs, des discours d'inégalité, et cela provoque la pauvreté et qui sapent des institutions qui étaient créées pour protéger les droits des plus faibles. Il y a également les droits économiques, sociaux et culturels des peuples que l'on ignore encore plus s'il s'agit des peuples autochtones. Une évaluation sincère nous pousse à confirmer que 80 années après sa création, les résultats escomptés n'ont pas été atteints. Le monde actuellement est tout aussi divisé et connaît tout autant de confrontations 80 ans après. Aujourd'hui, il y a une inégalité de la redistribution des richesses qui est encore plus importante qu'il y a 80 ans. Les chiffres de la pauvreté, des inégalités, des injustices, au lieu de baisser, augmentent de plus en plus. Le risque que la paix qui existe encore disparaisse et qu'une 3e guerre mondiale endeuille la planète est assez proche si nous ne réagissons pas à temps. Le danger que le développement inarrêtable des forces du capitalisme avec une mobilisation de l'intelligence artificielle puisse accroître la crise climatique et puisse causer des dommages inutiles pour la grande majorité de la population, c'est quelque chose qui n'est pas non plus très éloigné. La situation n'est pas bonne. L'ONU a été bâtie sur les millions de vies qui ont été détruites à cause de l'Holocauste, à cause des destructions physiques et morales dues à la violence du fascisme, mais également de la violence de l'impérialisme qui a eu recours à 2 bombes atomiques. Et un des objectifs pour lesquels l'organisation a été créée, cela a été d'éviter que la barbarie de cette guerre ne soit répétée. Nous entendons encore les échos des
tambour de guerre dans tous les continents. On constate des génocides qui sont permis par 2 pays. On nie le droit souverain d'un peuple à être libre. On utilise des armes sophistiquées pour provoquer un pays souverain et on encourage une militarisation pour, soi-disant, lutter contre la drogue. Et on maintient également un blocus criminel contre un peuple, tout cela parce qu'il a conquis son indépendance il y a plus de 6 décennies. Les guerres ne sont pas les mêmes qu'il y a 80 ans. Elles sont désormais multidimensionnelles. Il s'agit de guerres économiques, financières, médiatiques, des guerres d'information, des guerres cybernétiques. Sans pour autant avoir recours à la guerre militaire, qui, elle, peut avoir recours à la guerre depuis l'espace, la guerre biologique, qui utilise des technologies guerrières. Alors, ce n'est pas une nouveauté. Tout cela a des incidences sur la souveraineté et la sécurité alimentaire. Cela met en danger des ressources stratégiques telles que l'eau. On met en danger la survie de l'être humain sur cette planète. On met en danger la vie même sur cette planète. Il est temps de dévoiler l'origine de ces tragédies. C'est la domination sauvage du système capitaliste qui fait de l'accumulation des gains l'objectif de quelques-uns par rapport aux intérêts de la majorité. La cause, c'est le dérèglement capitaliste qui revient toujours à cette accumulation. Le capitalisme, dans cette phase impérialiste, utilise la violence, le saccage des ressources naturelles, un assaut contre les États souverains pour atteindre les logiques d'accumulation en termes de pouvoir politique et militaire d'une part et en termes de contrôle territorial d'autre part. Il y a une troisième cause. C'est la volonté obsessive de l'administration de Trump d'hégémonie, y compris en mettant en danger le système libéral de mondialisation, en causant des douleurs et des morts. Pourquoi? Pour s'approprier les ressources naturelles, pour prendre le contrôle des matières premières au bénéfice d'une bourgeoisie impériale et pour subordonner la majeure partie des pays pour satisfaire sa soif insatiable de richesse et pour essayer de maintenir un ordre unipolaire à tout prix. La publication récente de la stratégie nationale des États-Unis envisage un retrait des troupes dans son pays vis-à-vis du Canada, de l'Amérique latine. Et notre expérience nous pousse à penser qu'il s'agit d'une nouvelle application de la doctrine Monroe et que l'Amérique appartient aux Américains, aux États-Unis. C'est un moment de néocolonialisme. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les chefs d'État, depuis Abya Yala, le nom autochtone de notre continent, nous sommes déclarés zone de paix lors du 2e sommet de la CELAC à La Havane en 2014. Les pays de notre région ont respecté ce mandat, un mandat que nous nous sommes donnés en prenant en considération nos différences idéologiques et politiques, avec des problèmes de frontières, d'occupation territoriale qui n'ont toujours pas été réglés. Mais nous pouvons dire que c'est la paix et pas la guerre qui guide nos relations internationales.
Depuis 2022, je lance un appel aux Nations Unies afin que l'Assemblée générale déclare le monde comme un territoire de paix. Il y a 11 années qui se sont écoulées depuis la déclaration historique de la CELAC et 3 années qui se sont écoulées depuis mon appel devant cette Assemblée. Et non seulement nous n'avons pas déclaré le monde comme étant une zone de paix, mais nous sommes en revanche face à une dure réalité. La mort s'installe dans les relations internationales. Nous sentons également la menace du fascisme dans toutes ses variations pour exploiter, dominer les peuples. La 5e flotte des États-Unis, qui dépend du commandement sud, est mobilisée, elle a même recours à des missiles, elle utilise des avions, des hélicoptères, des sous-marins, en utilisant le prétexte que cet espace maritime est utilisé pour porter atteinte à la sécurité nationale des États-Unis, par le biais de l'introduction illégale de cocaïne par des groupes criminels qui appartiennent à des cartels. Au-delà d'une violation du droit international, cette action provocatrice et impérialiste a 2 objectifs. Premièrement, une intervention sur la République bolivarienne du Venezuela qui, depuis 1929, défend son indépendance, la liberté de son peuple et la souveraineté de son État et qui possède des ressources naturelles très importantes, tout particulièrement du pétrole. Et au nord, on essaie de s'approprier ces ressources. Et deuxièmement, on essaie de reconquérir l'Amérique latine et les Caraïbes en sapant la démocratie, en favorisant la militarisation et d'autres pratiques néocolonialistes que nous devons appeler par leur nom. L'impérialisme qui intervient soi-disant pour lutter contre le trafic de drogue, c'est un mensonge. Et si c'était vrai, il faudrait commencer par lutter contre ce phénomène aux États-Unis, où la demande pour tout type de drogue est très élevée. C'est là qu'on trouve différents types de criminalité organisée. Les États-Unis veulent s'opposer à un monde multipolaire qui ne convient pas à ses intérêts. On a vu les images dans le monde entier de ces interventions militaires, mais il y a d'autres types d'actions dévastatrices comme des actions telles que le renforcement du blocus économique contre Cuba. Il y a des milliards de dollars qui sont dus par les États-Unis à Cuba à cause des effets de cette politique. C'est un rejet de Cuba qui ne sera pas détruit. La menace de mort concerne également le Moyen-Orient. Au Moyen-Orient, la douleur de millions de familles à la suite du décès de milliers de Palestiniens aux mains de la puissante armée israélienne ne peut pas être stoppée. Toute cette violence compte, il faut le dire, et bénéficie, il faut le dire, du soutien inconditionnel des États-Unis qui veut accélérer le déplacement du peuple palestinien et le plus rapidement possible. Et la paix sera un mot vide de sens tant que le peuple palestinien sera soumis à des pratiques génocidaires et ne disposera pas d'un territoire qui lui appartient, un territoire souverain dont la capitale sera Jérusalem. Mais dans cette région, ce n'est pas la seule chose qui se passe. La stabilité politique et géopolitique fragile est menacée par des attaques préventives contre la République islamique d'Iran et contre le petit pays du Yémen, comme il avait été utilisé à son époque par George Bush.
Cette menace de mort, elle concerne également l'Eurasie, malgré les tentatives de trouver une issue politique, l'ambition expansionniste de l'OTAN, qui est le bras militaire du capital, mise sur la prolongation d'un conflit militaire en utilisant l'Ukraine comme fer de lance contre la Fédération de Russie. Et cette menace de mort, elle pèse également sur l'Asie en mer de Chine orientale, qui est une zone particulièrement importante du point de vue géostratégique et économique. On constate au moins deux problèmes qui peuvent avoir une incidence non seulement sur la région, mais sur l'ensemble du monde. Il y a la souveraineté de Taïwan par rapport à la République populaire de Chine. C'est un autre exemple de néocolonialisme explicite encouragé par les États-Unis, ainsi que la controverse autour des îles de Senkaku, dont la souveraineté fait l'objet d'un conflit entre le Japon, Taïwan et la République populaire de Chine. Des îles désertes, mais qui renfermeraient des ressources très importante. La tension constante entre la Corée du Nord et la Corée du Sud pourrait donner lieu à un problème qui non seulement concernera ces deux pays, mais qui aurait des incidences sur la sécurité du monde entier. Mesdames et messieurs les chefs d'État, j'ai mentionné la situation mondiale pour attirer votre attention sur le fait que cette nouvelle étape d'interventionnisme doit être appelée par son nom. C'est du néocolonialisme. Alors que faire ? Je pose cette question qui a été posée par des stratèges brillants de la lutte de l'émancipation du travail face au capital, qui aujourd'hui, au XXIe siècle, concerne l'opposition de la vie à la mort. Et ce, pour vous proposer ce qui suit. Tout d'abord, la création d'une commission des réparations suite à l'esclavage, l'apartheid, le génocide et le colonialisme dans les pays du Sud. Pour cela, les Nations Unies doivent trouver le moyen pour que les seigneurs de la guerre et de la mort consacrent des milliards, non pas à une course à l'armement, mais à un fonds de réparation. Que ici, l'Assemblée générale, qui est l'enceinte la plus importante au niveau international, soit utilisée pour lancer un appel et reconnaître que le colonialisme et le néocolonialisme a été une erreur historique et que cela a causé des dommages sociaux pour les populations qui en ont été la victime, notamment les sociétés autochtones. Il faut le faire au nom de la construction d'un avenir juste. Nous devons condamner l'impact dévastateur du colonialisme par le passé, mais également au présent. Je lance un appel aux chefs d'État de la CELAC et de l'Union africaine pour qu'ils unissent leurs efforts et qu'ils s'opposent aux conséquences négatives du colonialisme. Cette commission devra créer des mécanismes efficaces pour rétablir la justice historique dans les domaines suivants. Le domaine des réparations, le droit à la terre, la récupération des écosystèmes détruits par les actions des colonisateurs et des entreprises internationales. Il faudra s'excuser du passé colonial. Il faudra veiller à la restitution des biens culturels des peuples autochtones qui ont été volés par les colonisateurs au cours du processus d'expansion et au cours des génocides. Il faudra prévenir les pratiques néocoloniales, mettre en place des programmes pour le développement des peuples autochtones et pour la préservation de leur culture, de leur identité. Il faudra indemniser les peuples qui résistent à l'occupation militaire de leur territoire et qui subissent des blocus économiques et des sanctions unilatérales. Deuxièmement, il faudrait que l'Assemblée générale des Nations unies devienne un organe contraignant pour qu'elle devienne véritablement la voix de toutes les populations et non un espace de réalisation de la volonté des puissants. Nous avons besoin que cette enceinte soit éthique, soit le cœur politique, l'âme d'une nouvelle ère qui repose sur la culture de la vie. Nous avons besoin que les résolutions approuvées à l'Assemblée des Nations Unies ne puissent pas faire l'objet de veto par une superpuissance et soient mises en œuvre immédiatement. Cela impliquerait la vigueur réelle du multilatéralisme. Troisièmement, il faudra déclarer le monde comme territoire de paix. Il faudra permettre la
démilitarisation et à cet égard, il faudra aller le plus loin possible. La grande majorité de la population du monde refuse d'accepter que la sortie des crises cycliques du capital doivent se faire par le biais d'investissements de milliards de dollars pour la fabrication de tout type d'armes, classiques ou pas. Avec un tiers des dépenses militaires mondiales, nous pourrions garantir davantage d'éducation, de santé, de logement, et ce pour tout le monde. Les Nations Unies doivent devenir un pacte pour la paix et la vie. Quatrièmement, il faut réformer profondément le Conseil de sécurité, un conseil qui ne doit pas être pris en otage par une délégation. C'est une réforme nécessaire. C'est une demande formulée depuis de nombreuses années par les pays du Sud. Il faut démocratiser le Conseil de sécurité. Cela signifierait garantir le principe d'égalité juridique des États. Cela garantirait la démocratisation de notre avenir. Il faudra veiller à ce que les voix de l'Afrique, de l'Amérique latine, des Caraïbes, de l'Asie et des peuples qui ont été marginalisés historiquement comptent également. Cinquièmement, nous devons progresser vers une déclaration universelle des droits de la terre nourricière. La Bolivie, aux côtés des peuples de l'Amazone, se sont fait entendre pour rappeler la nécessité urgente de coopérer au niveau international afin de préserver au mieux l'Amazonie en consolidant la souveraineté des pays de l'Amazonie en termes de protection stratégique du monde. Sixièmement, nous devons rejeter tout type de guerre commerciale. Nous devons travailler pour la diminution des écarts économiques et sociaux entre les pays capitalistes et les autres pays. Les guerres commerciales touchent non seulement les entreprises, mais le monde du travail. Cela diminue de manière importante la possibilité pour les classes inférieures à avoir accès à une alimentation adéquate. Les capitalistes, les ambitions hégémoniques ne peuvent pas réduire les droits au travail, à l'alimentation et à l'éducation des classes travailleuses. Mesdames et messieurs les participants à la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies, je me félicite qu'à l'occasion de cet anniversaire de la création des Nations unies, vous avez pu entendre la position de l'État plurinational de Bolivie sur des problèmes essentiels aujourd'hui et sur les possibilités de travailler en faveur de la paix, du développement et des droits humains collectifs. Le peuple bolivien, à qui nous avons garanti une transition démocratique comme cela n'avait jamais été vu en 28 ans dans notre pays, sera vigilant et attentif aux changements qui doivent s'opérer dans le cadre des Nations unies afin de garantir la paix mondiale. Je vous remercie.